Chapitre 13. Un voyageur pressé. Quand il se réveilla, il était glacé. Un vent qui était froid comme le vent du matin faisait tourner dans leurs gonds les châssis de la croisée restée ouverte. Le feu s'était éteint. Il était encore nuit noire. En ce moment, on frappa un petit coup à la porte de sa chambre. Il frissonna de la tête aux pieds et cria d'une voix terrible. « Qui est là ?» Quelqu'un répondit. « Moi, monsieur le maire. » Il reconnut la voix de la vieille femme, sa portière. « Eh bien, reprit-il, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que monsieur le maire n'a pas fait demander un Tilbury ? Le cocher dit qu'il vient chercher monsieur le maire. » « Quel cocher ? » ?»« Le cocher de monsieur Scaufflaire. »« Monsieur Scaufflaire ? Ah, oui. » Ce nom le fit tressaillir comme si un éclair lui eût passé devant la face. « Monsieur le maire, faut-il que je réponde ? Dites que c'est bien et que je descends. » Il était près de 8 heures du soir quand la carriole entra sous la porte cochère de l'hôtel de la Poste à Arras. L'homme en descendit et conduisit lui-même le petit cheval blanc à l'écurie. Puis il poussa la porte d'une salle de billard qui était au rez-de-chaussée, s'y assit et s'accouda sur une table. La maîtresse de l'hôtel entra. « Monsieur couche-t-il ? Monsieur soupe-t-il » Il fit un signe de tête négatif. Le garçon d'écurie dit que le cheval de monsieur est bien fatigué. Ici, il rompit le silence. « Est-ce que le cheval ne pourra pas repartir demain matin ? » « Oh, monsieur, il lui faut au moins 2 jours de repos. » Il demanda. « N'est-ce pas ici le bureau de la poste ? » « Oui, monsieur. » L'hôtesse le mena à ce bureau. Il montra son passeport et s'informa s'il y avait moyen de revenir cette nuit même à Montreuil-sur-Mer par la malle. La place à côté du courrier était justement vacante. Il la retint et la paya. « Monsieur, dit le buraliste, ne manquez pas d'être ici pour partir à 1 heure précise du matin. » Cela fait, il sortit de l'hôtel et se mit à marcher dans la ville. Il ne connaissait pas Arras. Les rues étaient obscures et il allait au hasard. Il se retrouva dans un dédale de rues étroites où il se perdit. Un bourgeois cheminait avec un falot. Après quelque hésitation, il prit le parti de s'adresser à ce bourgeois, non sans avoir d'abord regardé devant et derrière lui, comme s'il craignait que quelqu'un n'entendît la question qu'il allait faire. « Monsieur, dit-il, le palais de justice, s'il vous plaît. »« Vous n'êtes pas de la ville, monsieur, répondit le bourgeois qui était un assez vieux homme. Eh bien, suivez-moi, je vais précisément du côté du palais de justice. » Cependant, comme ils arrivaient sur la grande place, le bourgeois lui montra 4 longues fenêtres éclairées sur la façade d'un vaste bâtiment ténébreux. « Voyez-vous ces 4 fenêtres ? C'est la cour d'assises. Tenez, monsieur, voici la porte. »« Où est le factionnaire ? Vous n'aurez qu'à monter le grand escalier. » Il se conforma aux indications du bourgeois, et quelques minutes après, il était dans une salle où il y avait beaucoup de monde. Personne dans cette foule ne fit attention à lui. Tous les regards convergeaient vers un point unique, un banc de bois adossé à une petite porte le long de la muraille à gauche du président. Sur ce banc, que plusieurs chandelles éclairaient, il y avait un homme entre 2 gendarmes. Ses yeux allèrent là, naturellement, comme s'ils avaient su d'avance où était cette figure. Il crut se voir lui-même, vieilli, non pas sans doute absolument semblable de visage, mais tout pareil d'attitude et d'aspect, avec ses cheveux hérissés et cette blouse, tel qu'il était le jour où il entrait à Digne, plein de haine et cachant dans son âme ce hideux trésor de pensées affreuses qu'il avait mis 19 ans à amasser sur le pavé du bagne. Une chaise était derrière lui. Il s'y laissa tomber, terrifié de l'idée qu'on pouvait le voir. Quand il fut assis, il profita d'une pile de cartons qui était sur le bureau des juges pour dérober son visage à toute la salle. Il pouvait maintenant voir sans être vu. Chapitre 14. L'étonnement de Champmathieu. L'instant de clore les débats était venu. Le président fit lever l'accusé et lui adressa la question d'usage. « Avez-vous quelque chose à ajouter à votre défense ?» L'homme, debout, roulant dans ses mains un affreux bonnet qu'il avait, fit le mouvement de quelqu'un qui se réveille, promena ses yeux autour de lui, regarda le public, les gendarmes, son avocat, les jurés, la cour, posa son poing monstrueux sur le rebord de la boiserie devant son banc et se mit à parler. « J'ai ça à dire. Que j'ai été charron à Paris, même que c'était chez M. Balou. Voilà, je dis vrai. Vous n'avez qu'à demander. Ah, bien oui, demandez, que je suis bête. Paris, c'est un gouffre. Qui est-ce qui connaît le père Champmathieu ? Pourtant, je vous dis, M. Balou. Voyez chez M. Balou.
Après ça, je ne sais pas ce qu'on me veut. » L'homme se tut et resta debout. Le président, comme homme attentif et bienveillant, éleva la voix et, se tournant vers l'accusé, il l'engagea à écouter ce qu'il allait lui dire et ajouta: « Vous êtes dans une situation où il faut réfléchir. Les présomptions les plus graves pèsent sur vous et peuvent entraîner des conséquences capitales. Accusé, dans votre intérêt, expliquez-vous clairement sur ces 2 faits. Premièrement, avez-vous, oui ou non, franchi le mur du clos Pierron, cassé la branche et volé les pommes, c'est-à-dire commis le crime de vol avec escalade? Deuxièmement, oui ou non, êtes-vous le forçat libéré Jean Valjean? L'accusé secoua la tête. « Je n'ai rien volé. Je suis un homme qui ne mange pas tous les jours. Je venais d'Ailly, je marchais dans le pays, j'ai trouvé une branche cassée par terre où il y avait des pommes. J'ai ramassé la branche sans savoir qu'elle me ferait arriver de la peine. Il y a 3 mois que je suis en prison et qu'on me trimballe. Je n'ai pas volé, j'ai ramassé par terre des choses qu'il y avait. » « Vous dites Jean Valjean. »« Jean Mathieu. Je ne connais pas ces personnages-là. J'ai travaillé chez M. Balou, boulevard de l'Hôpital. Je m'appelle Champmathieu. » « Oh, vous m'ennuyez avec vos bêtises à la fin. Pourquoi est-ce donc que le monde est après moi comme des acharnés ?» L'avocat général s'adressa au président. « Monsieur le président, en présence des dénégations confuses, mais fort habiles de l'accusé, qui voudrait bien se faire passer pour idiot, mais qui n'y parviendra pas, nous l'en prévenons. Nous requérons qu'il vous plaise et qu'il plaise à la cour, appeler de nouveau dans cette enceinte les condamnés, Brevet, Cochepaille et Chenildieu et l'inspecteur de police Javert, et les interpeller une dernière fois sur l'identité de l'accusé avec le forçat Jean Valjean. » « Je fais remarquer à monsieur l'avocat général, dit le président, que l'inspecteur de police Javert, rappelé par ses fonctions au chef-lieu d'un arrondissement voisin, a quitté l'audience et même la ville aussitôt sa déposition faite. » Un moment après, la porte de la chambre des témoins s'ouvrit. L'huissier, accompagné d'un gendarme prêt à lui prêter main forte, introduisit le condamné Brevet. « Brevet, regardez bien l'accusé. Recueillez vos souvenirs et dites-nous en votre âme et conscience si vous persistez à reconnaître cet homme pour votre ancien camarade de bagne, Jean Valjean. » Brevet regarda l'accusé puis se tourna vers la cour. « Oui, monsieur le président, c'est moi qui l'ai reconnu le premier et je persiste. Cet homme est Jean Valjean, entré à Toulon en 1796 et sorti en 1815. Je le reconnais positivement. »« Allez vous asseoir, » dit le président. On introduisit Chenildieu, forçat à vie, comme l'indiquaient sa casaque rouge et son bonnet vert. Le président lui adressa à peu près les mêmes paroles qu'à Brevet. Chenildieu éclata de rire. « Pardine, si je le reconnais, nous avons été 5 ans attachés à la même chaîne. Tu boudes donc, mon vieux ?»« Allez vous asseoir, » dit le président. L'huissier amena Cochepaille. Cet autre condamné à perpétuité, venu du bagne et vêtu de rouge comme Chenildieu, était un paysan de Lourdes et un demi-ours des Pyrénées. Le président essaya de le remuer par quelques paroles pathétiques et graves. « C'est Jean Valjean, » dit Cochepaille, « même qu'on l'appelait Jean le Cric, tant qu'il était fort. » Chacune des affirmations de ces 3 hommes avait soulevé dans l'auditoire un murmure de fâcheux augure pour l'accusé. Celui-ci les avait écoutés avec ce visage étonné qui, selon l'accusation, était son principal moyen de défense. Une rumeur éclata dans le public et gagna presque le jury. Il était évident que l'homme était perdu. « Huissier, » dit le président, « faites faire silence, je vais clore les débats. » En ce moment, un mouvement se fit tout à côté du président. On entendit une voix qui criait « Brevet, Chenildieu, Cochepaille, regardez de ce côté-ci !» Tous ceux qui entendirent cette voix se sentirent glacés, tant elle était lamentable et terrible. Les yeux se tournèrent vers le point d'où elle venait. Un homme, placé parmi les spectateurs qui étaient assis derrière la cour, venait de se lever, avait poussé la porte à hauteur d'appui qui séparait le tribunal du prétoire et était debout au milieu de la salle. Le président, l'avocat général, 20 personnes le reconnurent et s'écrièrent à la fois « Monsieur Madeleine !» Avant même que le président et l'avocat général eussent pu dire un mot, avant que les gendarmes et les huissiers eussent pu faire un geste,
L'homme que tous appelaient encore en ce moment Monsieur Madeleine s'était avancé vers les témoins, Cochepaille, Brevet et Chenildieu. « Vous ne me reconnaissez pas ?» dit-il. Tous trois demeurèrent interdits et indiquèrent par un signe de tête qu'ils ne le connaissaient point. Monsieur Madeleine se tourna vers les jurés et vers la cour et dit d'une voix douce : « Messieurs les jurés, faites relâcher l'accusé. Monsieur le Président, faites-moi arrêter. L'homme que vous cherchez, ce n'est pas lui, c'est moi. Je suis Jean Valjean. » Il se tourna vers les trois forçats. « Eh bien, moi, je vous reconnais, moi. Brevet, te rappelles-tu de ces bretelles en tricot à damier que tu avais au bagne ? Chenildieu, tu as toute l'épaule droite brûlée profondément parce que tu t'es couché un jour l'épaule sur un réchaud plein de braise pour effacer les 3 lettres TFP, qu'on y voit toujours cependant. Réponds, est-ce vrai ? C'est vrai, dit Chenildieu. Cochepaille, tu as près de la saignée du bras gauche une date gravée en lettres bleues avec de la poudre brûlée. Cette date, c'est celle du débarquement de l'empereur à Cannes, 1er mars 1815. Relève ta manche. Cochepaille releva sa manche. Tous les regards se penchèrent autour de lui sur son bras nu. Un gendarme approcha une lampe. La date y était. « Vous voyez bien, dit-il, que je suis Jean Valjean. » Il était évident qu'on avait sous les yeux Jean Valjean. L'apparition de cet homme avait suffi pour remplir de clarté cette aventure si obscure, le moment d'auparavant. Sans qu'il fût besoin d'aucune explication désormais, toute cette foule comprit tout de suite cette simple et magnifique histoire d'un homme qui se livrait pour qu'un autre homme ne fût pas condamné à sa place. « Je ne veux pas déranger davantage l'audience, » reprit Jean Valjean. « Je m'en vais puisqu'on ne m'arrête pas. J'ai plusieurs choses à faire. Monsieur l'avocat général sait qui je suis, il sait où je vais, il me fera arrêter quand il voudra. »